Ce que je comprends pas déjà, c'est pourquoi il avait besoin de sortir son épée pour utiliser son attaque là. Salut la team, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece, donc gros live. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement avec les deux derniers épisodes de One Piece. Donc, je suis pas à jour. Donc, je me suis dit, vas-y, autant regarder le dernier épisode et regarder le suivant. Comme ça, au moins, on est pas mal, tu vois. On arrive à suivre. Et en même temps, il y a eu beaucoup de. Il y a plein de gens qui ont parlé sur Twitter par rapport au dernier épisode, Shanks, etc. Je pense que vous êtes tombé dessus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ça. Et ensuite, j'ai envie d'analyser la vidéo de Goji. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être cool. Donc très très gros live en perspective, je suis assez content. Et je pense que ça va être cool, hein. J'ai hâte en tout cas de commencer. Donc je pense que ce qu'on va faire nous, ça va être directement, on lance l'épisode, on regarde ensemble. Et à la fin de l'épisode, on va analyser le premier, puis le deuxième ensuite. Donc c'est parti les gars. Let's go pour l'épisode. Installez-vous bien et c'est parti pour cette petite vidéo analyse. この写真は何だ一体どうなってんのかねまったく役立たずどもが情報操作なんてさせ Ça me fait mal au cœur de voir Zoro se faire allumer comme ça. Enchaîner les deux sports là, ça va être compliqué. Pour le plaisir, tu peux, hein. Mais attends. 涙もろくなりやがる Il a été invoqué RDB. Au calme. Donc c'est. Il y a vraiment du flow lui. Hein. C'était Sanji. 外のこと知ってんのか Hashirama. お前らを見下すことで Mais en moins bien, parce qu'on dire que tout le monde l'a critiqué. Et on va analyser ça ensemble après l'épisode. あいつは立派な海賊だ部に合う心の準備がなあまだキッドのガキも J'ai trop hâte. Oui, regardez-moi cette. 四皇ジネベ国大将緑牛と藤虎率いる海軍が応戦 Donc c'est cette scène. Mais plus sur Twitch toi. RDB, あなたも知りたいのね。参ろうかさらにはこのもっと地下に古代兵器プルトンが眠って c'est bon. Ce que je comprends pas déjà, c'est pourquoi il avait besoin de sortir son épée pour utiliser son attaque là. そばにいんのちやめてくれシーリたちにはきつすぎるぜ Comme la théorie de l'observation. Non mais il doit y avoir un truc. On va passer à l'analyse de l'épisode de 1082 de One Piece. Du coup, je me suis trompé. J'ai dit 1081 et c'était le 1082 cette semaine. Donc, c'est pas grave. Mais let's go, petite analyse de l'épisode. Donc déjà, je voulais dire deux, trois trucs par rapport aux critiques que j'ai vues par rapport à l'épisode. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé certains styles graphiques. Et il y a aussi des gens qui remettent tout le temps la faute sur Oda, qui disent ouais, Oda il est fort pour faire des bonnes intrigues, pour créer un bon univers, mais par contre pour découper correctement ses chapitres, etc., etc., là il est moins fort. Et ça, je suis archi pas d'accord avec eux. Et je trouve ça même un peu ingrat de dire ça, dans le sens où Oda, il travaille vraiment dur. Et quand nous, par exemple, quand la plupart des gens, ils vont saisir qu'un aspect de son œuvre, alors qu'il y en a des dizaines, voire des centaines, lui, il doit réfléchir à énormément de choses. Par exemple, il y a des gens, ils disent, ouais, moi, j'aurais préféré que Wano ce soit plus court et tout, parce que des fois, c'était long et tout. Moi, je suis pas d'accord, parce que des fois, déjà, vu qu'on n'a pas tous les épisodes à la suite, c'est pas comme si tu regardes une série, t'as toute une saison, bam, tu regardes chaque semaine, du coup, forcément, ça va durer plus longtemps. Et même sans ça, il y a aussi le fait qu'Oda, il a énormément de choses à penser. C'est-à-dire que, par exemple, il y a les numéros des chapitres qui correspondent, même les numéros des épisodes qui correspondent
à certains trucs, tu vois. Quand par exemple on arrive sur un chiffre rond, lui il doit penser à l'avance qu'est-ce que va être. Tu vois, par exemple là il y aura le chapitre 1100, là il est déjà en train de penser, voire il a déjà pensé depuis longtemps ce qu'il allait mettre à ce chapitre-là, et du coup il a dû découper ses chapitres correctement pour que dans chaque chapitre il y ait assez d'informations réparties dans plusieurs chapitres pour pouvoir le sortir, pour que le chapitre 1100 soit plus légendaire que les autres chapitres lambda. Ensuite aussi, il y a le découpage par rapport aux tomes. C'est-à-dire que les tomes, ils font à peu près une dizaine de chapitres. Et à chaque fois, le premier chapitre, c'est un chapitre un peu tranquille. Tu lis ton tome tranquillement. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre où ça doit être un cliffhanger, quelque chose de ouf pour te donner envie de continuer à lire One Piece, te hyper un peu pour la suite. Et ça, les gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils osent genre tailler un petit peu et dire ouais Oda ceci, Oda cela, il arrive pas à ça, mais moi je trouve ça hyper ingrat de dire ça quand c'est le seul qui fait ça. C'est-à-dire que dans les mangas, personne n'a jamais fait ça. La performance qu'il a fait, personne ne l'a jamais faite. Personne ne l'a jamais tenue. Il y a des gens, par exemple, comme Naruto, qui a lâché, qui en pouvait plus à la fin. Il a été obligé de rusher son manga à la fin. T'as des gens qui sont tombés malades de ouf, comme l'auteur de Hunter x Hunter. T'as des gens comme Bleach qui ont carrément arrêté Blackout du jour au lendemain parce qu'ils pouvaient plus tenir. Oda, déjà, juste le fait qu'il tienne, c'est légendaire. Et il le fait pas pour lui, parce que je pense que lui, il commence à en avoir un petit peu marre, tu vois. Surtout qu'après, t'as toujours des fans qui vont contredire, tailler et tout. Moi, je trouve ça pas bien, en vrai. Je trouve ça pas bien de faire ça, tu vois. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois ces derniers temps. C'est pour ça que j'aimerais que les gens comprennent qu'il n'y a pas uniquement, oui, il y a l'épisode, tu fais un épisode. C'est pas le manga, là, qu'on est en train de lire, c'est une masterclass légendaire. Il y a énormément de choses à penser. C'est pas un mec, il arrive, il se dit, bon, aujourd'hui, je vais écrire mon scénario, et bam, non, il a un scénario depuis très longtemps, il doit tenir certains délais, il doit tenir certains trucs. En plus de ça, il n'y a pas que ça, il y a le manga, il y a l'anime, il y a aussi maintenant le live action, il y a aussi les films, il y a plein de trucs et tout, donc il doit toujours tout concorder, enfin tout faire concorder ensemble pour que ce soit cohérent. Et la plupart des gens qui vont critiquer ses choix par rapport au scénario, par rapport à la longueur de ses arcs, par rapport au développement de certains personnages, c'est des gens qui vont juste être attirés par un seul aspect de One Piece. Et ces gens-là, je les comprendrai jamais parce que ils critiquent un aspect de One Piece alors que Oda, lui, il doit développer ces aspects-là, plus une dizaine, comme je disais, ou voire une centaine d'aspects, tu vois. Par exemple, les chara-design, que ce soit le scénario, les différents arcs, la cohérence de l'œuvre, l'animation aussi, il doit donner sa supervision. Et aussi, il faut pas toujours remettre sur le dos d'Oda, parce que Oda, c'est pas que Oda, c'est Oda, il a eu aussi une équipe, et il a aussi la Toei, tu vois, une équipe d'animateurs, mais aussi une équipe pour l'aider à développer le manga. Et il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et aujourd'hui, on peut que le remercier et savourer son œuvre comme on le peut. Il y a des trucs qui vont moins vous plaire, c'est normal. Il y a des trucs qui vont vous hyper de ouf, c'est aussi normal. Et je trouve que, voilà, il faut juste savoir être reconnaissant pour ce qu'on a et pas tout le temps en vouloir trop. Tu vois, ça, j'ai l'impression c'est de plus en plus à la mode, tu vois, d'en demander encore, 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 encore. Tu vois, donc il y a un mec, il est là, il a donné 26 ans de sa vie, il a sacrifié la vie de ses enfants dans le sens où il a pas pu en profiter, tu vois. Il a sacrifié énormément de choses pour que juste nous, on puisse être en détente devant son manga tous les dimanches et regarder tranquille. Et les gens vont critiquer. Après, là, depuis tout à l'heure, je dis ça, mais ça va absolument pas dire qu'on n'a pas le droit de donner une critique constructive. Si je dis ça, c'est pour les gens qui critiquent gratuitement en disant ouais, Oda, zéro pointé sur le découpage de ces épisodes ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu vois, c'est juste non. On a le droit de donner son avis, on a le droit de donner une critique constructive correcte, mais on ne peut pas reprocher à Oda des choses que derrière, frère, personne ne peut faire la même chose. Je veux dire, personne ne peut, là, tout de suite maintenant, la personne peut me dire il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose qui est aussi bien qu'One Piece. Personne. Capable peut-être, mais qui le ferait, je pense pas. Genre 26 ans, 26 ans en dormant 3 heures par nuit. Ah, je crois pas, les gars. Je crois pas. Donnez-moi son nom, je lui demanderai en personne, parce que j'y crois absolument pas.
Voilà, donc c'était juste pour Oda. Donc comme je vous ai dit, prenez pas juste l'aspect qui vous intéresse et donnez une critique parce que c'est trop facile de faire ça. Même de comparer certaines œuvres à Oda, à l'œuvre d'Oda, en disant ouais, regarde dans ce manga, certains personnages est plus développé, alors que dans One Piece, certains personnages, on les a oubliés ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous, des fois ça se peut, mais dans ces cas-là, est-ce que dans l'autre manga, le manga est aussi riche que celui de One Piece? Et inversement, tu vois, il y a toujours des qualités et des défauts. Et franchement, le nombre de qualités qu'il y a dans One Piece comparé à ses défauts, je pense qu'il n'y a personne qui a un manga aussi équilibré que celui de One Piece. Euh, en termes de longévité et en termes de quantité d'informations, tu vois. Si on équilibre, je pense que One Piece, c'est quand même légendaire, tu vois. Faut respecter un petit peu. Et comme je vous ai dit, vous avez le droit de critiquer, hein, c'est de mise, mais il y a un peu de respect et de compréhension. Parce qu'il y a des gens, ils critiquent correctement et ils ont une clairvoyance et ils voient le manga dans son ensemble. Ils arrivent à prendre toutes les informations traitées, etc., etc. Mais il y en a d'autres, ils voient non, ils voient qu'un petit défaut, ils vont appuyer dessus, ils vont critiquer comme si c'était normal. Et ça, je l'ai vu beaucoup de fois. Hein. Je sais pas pour les gens qui se rappellent de la vidéo de manga trash qu'on avait analysée. Les manga trash a été un petit peu dur avec Oda, tu vois. Euh, Même très très dur avec Oda. Et bah, c'est pas grave, c'est leur avis, mais ils ont pas été impartials, ils ont pas vu plus fort. Plus fort fantôme. J'ai pas, j'ai pas capté si c'est pour le son. Non, je pense que c'est bon. Et du coup, ouais, je disais pour manga trash, c'est pas très grave. J'en veux pas trop, mais je sais pas, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois un mec qui sacrifie sa santé pour nous et que derrière on n'a même pas de reconnaissance. Quand tu regardes pas le manga, je veux bien, mais quand tu es là, tu regardes le manga tout le temps, tu le suis, machin chose et tout, et qu'au final, tu critiques gratuitement et tout, alors que tu es là, tu es le premier à kiffer. Voilà. Critique constructive, vous avez le droit, ça, j'ai pas, je répète encore, parce que je sais qu'on va me tomber dessus pour ça. Critique constructive, vous avez entièrement le droit. Par contre, soyez équilibré, quoi. Comprenez l'ensemble de l'œuvre, c'est tout. Juste comprenez. Comprenez, c'est tout. En vrai, vous pouvez critiquer comme vous voulez, tu vois. En plus, moi, je suis pas votre daron, faites ce que vous voulez, mais comprenez aussi, tu vois. On peut critiquer, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire... ça, ce sera plus dur, tu vois. C'est facile de critiquer quand t'es tout seul, quand t'as lu 3 livres dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Mais essayer de comprendre l'ensemble, les références, l'univers, la quantité d'informations, le travail fourni sur des années, la longévité, mais pas que, aussi l'endurance d'Oda, tu vois, le fait qu'il soit toujours là, encore et encore et encore, tu vois, malgré le fait qu'il fatigue, malgré le fait qu'il va pas bien, malgré le fait que dans sa famille ce soit pas ouf parce qu'il a pas le temps de les voir, il est là, les gars, il est au front, hein. Il est au front, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'ai vu quelques commentaires, il était de mon devoir de réagir à ça. Donc voilà, maintenant on va passer vraiment à l'analyse de l'épisode. Il y a des gens qui ont parlé du moment où Shanks, il- genre les dessins, le style un petit peu de la Toei qui c'était un peu dur avec. Moi, franchement, là, je l'ai pas, j'ai pas capté. Je me suis dit, moi, je vais le voir et tout. Il y en a, ils disaient, ouais, ça ressemble à un edit TikTok ou je sais pas quoi. Non, franchement, déjà, les edits. Déjà, ça se fait pas pour les edits TikTok. Il y a des gens, ils travaillent vraiment des jours et des jours pour faire des edits de malade. Déjà, juste pour ça. Et aussi, le manga, franchement, là, ça m'a pas trop choqué, tu vois. Là, j'ai même vu du CGI. Pendant le combat des fourreaux contre Aramaki, Ryukogyu. Et franchement, non, ça m'a pas dérangé. Franchement, je trouve ça potable. Je vais y aller. Ok, bah vas-y, Capanel, bonne soirée à toi. RDB, toi, c'était une fraude. Oh là. Donc voilà. Et pour en revenir à l'épisode, du coup, non, moi j'ai pas trouvé que ça me gênait. Comme je disais, j'ai même vu du CGI, il était bien fait pour moi, il m'a pas trop dérangé. Le combat de Momonosuke, l'attaque finale de Momonosuke face à Aramaki, j'ai kiffé en vrai.
Vraiment pas mal. Les événements qui se sont passés avant aussi. L'épisode 1081 qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, mais qu'on a vu là, franchement, j'ai bien kiffé aussi, il était pas mal. C'était un petit épisode de transition, si je peux l'appeler comme ça. On a eu quelques révélations par rapport à Wano, par rapport à ce qui se passe sous Wano, Pluton, etc. On va parler, vous inquiétez pas. Et du coup, je vais passer à la suite. En vrai, je crois que c'est le mieux. Donc là, il reste deux informations à traiter. Première information, c'est le fait que je crois qu'on va commencer par ça, par Shanks, l'attaque de Shanks. Donc là, ce qui s'est passé, c'est légendaire. Franchement, personne, hein, franchement, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il l'avait vu, menteur, menteur. Non, franchement, le fait que Shanks puisse attaquer à distance quelqu'un, nous, on pensait que c'était juste une intimidation, que Shanks avait envoyé son Haki des Rois pour l'intimider. C'était la manière dont on l'avait vu, tu vois. Et, euh, et pas du tout. Là, ce qu'on a vu clairement, c'est une attaque physique à distance du Haki des Rois de Shanks. C'est comme ça qu'on l'interprète. C'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est le pouvoir. Peut-être que le sabre de Shanks a un pouvoir du fruit du démon. Peut-être, hein, je sais pas. Mais à première vue, d'après ce qu'on voit, surtout le fait que Aramaki n'arrive plus à se transformer en fruit du démon, pour moi, c'est du Haki. Mais ça peut être aussi l'arme, l'attaque du fruit du démon mixée au haki des rois, tu vois, enfin au haki tout court, au haki des rois, tu vois. On sait que Luffy, par exemple, en caoutchouc, il peut mettre des patates et garder son caoutchouc et garder son haki. Donc peut-être que c'est comme ça aussi sur l'arme de Shanks. Après, j'en doute parce qu'on a vraiment zéro information là-dessus, mais c'est pas impossible. Parce que je me suis dit, pourquoi Shanks a eu besoin d'ouvrir son sabre pour le faire, sachant qu'il l'a pas dégainé. Parce qu'à la limite, tu fais une attaque de loin. Tu prends ton sabre, tu envoies une lame d'air ou une lame de haki. Donc tu fais le geste et ça envoie. Là, il a juste ouvert son sabre pour faire sortir quelque chose. Et ce qui est sorti, c'est un espèce d'éclair rouge, tu vois. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y a un fruit, peut-être pas un Zoan mythique, peut-être, hein, peut-être un Zoan mythique, hein, je sais pas. Mais il y a un fruit dans le sabre de Shanks, ce serait pas mal. Comme ça, tout le monde se dirait, ouais, le sabre, le sabre, il peut pas. Il peut pas. Enfin, Shanks n'a pas mangé de fruit du démon, mais peut-être qu'il a un sabre avec un fruit du démon. Ce serait stylé d'un certain sens, mais c'est pas sûr. Ensuite, Shanks, maintenant que je vous ai expliqué cette théorie, on va prendre la théorie normale, la théorie que tout le monde a compris. Donc, que le Haki des Rois, possiblement, on peut l'envoyer à distance. On a déjà vu que Shanks, quand il était sur bateau de Barbe Blanche, pouvait interagir avec la matière grâce à son Haki des Rois. Et là, le Haki des Rois était présent parce qu'on a vu des hommes se coucher sur son propre navire, enfin tomber. Donc déjà, il y a deux choses que je voudrais dire, c'est que est-ce que Shanks arrive à maîtriser son Haki des Rois à 100% ou est-ce que Shanks a son Haki des Rois tellement puissant qu'il est obligé de blesser les personnes qui est autour de lui. Déjà, ça, c'est deux points qu'il faut vraiment prendre en compte parce que normalement, comme Rayleigh l'a dit, il faut savoir maîtriser son haki pour éviter de blesser les personnes qu'on aime. Et Luffy, on a vu qu'il maîtrisait très bien son haki. Sur l'île des hommes poissons, il a endormi tout le monde, mais tous les personnes faibles de l'équipage, entre guillemets, Nami, Usopp et Chopper ne sont pas tombés, tu vois. Même les autres, je veux dire, il devait y avoir Shirahoshi, il devait y avoir d'autres personnes, tu vois, pas très très fortes, entre guillemets. Et ils sont restés debout. Donc Luffy maîtrise plutôt bien son haki des rois. Mais c'était pas le haki des rois qu'on a vu là aussi non plus. C'était un petit haki des rois qui permet juste d'endormir les gens. Là, le haki des rois de Shanks, donc il est sous forme d'éclair rouge. Comme on a l'habitude de voir, on a vu dans le combat contre Kaido que les éclairs rouges étaient capables de détruire les rochers. Donc il y avait certaines scènes dans l'anime où les éclairs rouges allaient sur chaque rocher et détruisaient l'environnement. Donc on les voyait que c'était bien l'éclair qui détruisait le rocher. Donc on a compris que les éclairs étaient capables d'interagir entre guillemets avec l'environnement. Au même titre que Shanks quand il passe dans le bateau de Barbe Blanche et que la coque se fend un petit peu. Donc une fois qu'on a pris ces informations en compte, et qu'on regarde l'épisode là, on voit quoi? On voit carrément un Shanks qui est capable, mais vraiment clairement capable de contrôler le haki, sa direction,
de l'envoyer hyper loin. Donc déjà, il faut une maîtrise de malade au niveau de son acquis de l'observation pour voir où tu attaques, et aussi une maîtrise de malade dans son acquis des rois. Déjà, personne, on n'a jamais vu. Déjà là, je trouve ça légendaire. Moi qui disais tout le temps que Barbe Noire, il devait être du même level que Shanks, là, je commence à douter parce que ce que je viens de voir, c'est vraiment légendaire. Et j'espère que Barbe Noire va nous faire une masterclass et qu'il maîtrise ce genre de pouvoir, sinon ce serait un peu dommage. Mais en tout cas, Shanks, puissance colossale, il peut faire quelque chose que j'ai jamais vu, c'est-à-dire Big Mom, Kaido, Barbe Blanche. Après, Barbe Blanche, c'est différent, parce que c'était pas la même époque, on n'avait pas les mêmes effets au niveau du Haki des Rois, mais personne n'est capable de faire ce genre de truc. Donc pour moi, il doit y avoir du HDO, HDO+, donc Haki de l'observation éveillé. Il doit y avoir du HDR+, donc de l'acquis de l'armement éveillé, et aussi de l'HDR+, donc de l'acquis des rois éveillés. Pour moi, je trouve ça obligatoire. Parce que ce qu'il a fait là, et en tout cas, observation armement, je pense, au moins pour la direction, pour envoyer les éclairs, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc maintenant, Shanks, il peut attaquer et supprimer les effets des fruits du démon à distance. Ça veut dire que Barbe Noire, lui, a ce pouvoir-là en plus. Barbe Noire a le pouvoir de supprimer les effets des fruits du démon, mais avec son fruit du démon. Alors que là, Shanks, sans fruit du démon et sans pouvoir spécial, peut annuler les effets des fruits du démon. Donc il peut carrément à distance. Après, je pense pas que ce soit valable pour tout le monde, mais un amiral quand même. Un amiral, c'est pas un petit, tu vois. On peut pas. C'est pas un petit. Il n'est pas le level de Barbe Noire, mais quand même, c'est pas un petit. Et du coup, il est capable d'interagir avec un fruit du démon à distance. Donc imagine en face à face. C'est-à-dire que même si Barbe Noire, même si Shanks avait un fruit du démon et qu'il avait le même Haki des rois, il aurait pu annuler le pouvoir du fruit du démon de Barbe Noire tellement il est puissant. Et en fait, ça porte vraiment à confusion. Là, ce qu'on a vu dans l'épisode, mais ça va changer toute la manière de voir le Haki dans le manga. Avant, le Haki, on le voyait pas du tout comme ça. Là, c'est un truc de fou. Là, franchement, c'est un truc de malade même. Et pour moi, si Barbe Noire n'a pas ce haki-là, il a aucune chance d'être antagoniste final. Parce qu'au final, on a vu que le haki, si tu le maîtrises pas à ce point-là, tu feras rien. Tu feras rien à personne. On le savait déjà que le haki était au-dessus des fruits du démon, mais il y avait le fait aussi que Luffy en Gear 5 était... Enfin, le Luffy sans Gear 5, mais avec le haki des rois et le Ryuo, donc le haki de l'armement éveillé, il n'a pas réussi à battre Kaido, alors qu'avec le Gear 5, il a réussi à battre Kaido. Donc ça montre aussi la puissance des fruits du démon. Et là, quand on voit Shanks annuler le pouvoir d'un fruit du démon, on se dit, mais en fait, si tu maîtrises le Haki des rois au maximum, impossible, mais vraiment impossible, que tu puisses battre juste grâce à un fruit du démon, tu vois. Ou même rivaliser, tu vois. Là, franchement, là, ce qu'il a fait à Ramaki, juste avec son haki, pour moi, Shanks, il est sur une autre planète. Là, pour moi, c'est même plus level empereur. Là, pour moi, c'est même plus level empereur. Je pense que c'est même limite le digne successeur en attendant de Roger, tu vois. Là, pour moi, je crois que ouais, il y a personne d'aussi puissant. Après, il y a toujours le fait que la petite parole du narrateur qui disait qu'il y a sur Terre, il n'y a personne qui peut faire un 1v1 contre Kaido. Euh, et Shanks, quand on le voit avec sa maîtrise du Haki des rois légendaire, peut-être c'est parce qu'il a qu'un bras, peut-être ça l'a affaibli légèrement et du coup il peut pas battre Kaido en 1v1. Mais difficile à dire, hein. Là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Shanks est plus fort que Kaido? Je pense pas. Je mettrais au même level, tu vois. Et que tous les deux étaient juste légendaires. Mais là, d'après l'épisode, j'ai envie de penser le contraire. J'ai clairement envie de penser le contraire. Donc voilà, je vais clôturer vite fait, parce qu'on avance vraiment beaucoup dans le live. Je vais clôturer vite fait cette partie sur Shanks. Mais je me pose énormément de questions sur ce qu'on vient de voir. À quel point Shanks est fort, ou peut-être que l'anime ont juste un petit peu abusé du fait et qu'il n'est pas finalement capable de- d'enlever le pouvoir des fruits du démon. Mais bon, on l'a vu, hein, on l'a vu noir sur blanc. Enfin, plutôt en couleur, hein, mais beaucoup de questions se posent.
Donc voilà. Ensuite, deuxième argument, et ce sera le dernier pour l'analyse de cet épisode. C'est les 2 points que je vais me concentrer. Il y a plein de trucs dans l'épisode autres, mais je vais pas les traiter là maintenant. Le fait, ce qu'a dit le père de Oden, Kozuki, je sais plus, mais le père d'Oden. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wano, enfin Pluton se trouve sous Wano. Et en plus, c'était trop bien écrit. Et je trouve que là c'est une masterclass d'Oda. Pourquoi? Parce que regardez, ils sont dans une salle qui est juste en dessous. Je sais pas si je retrouverai l'image, mais la salle où ils sont, elle n'est pas au niveau de la ville réellement, tu vois, de l'ancien Wano. Elle est plutôt dans la ville, enfin, un petit peu plus au-dessus, dans la montagne, tu vois, dans le volcan, si je me trompe pas. Et ce qu'il dit, c'est que Wano se trouve en dessous. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la ville. Du coup, logiquement, on se dit, ouais, l'arme antique se trouve dans la ville. Et moi, j'y crois pas pour une seule raison, c'est que on a vu Jack a trouvé le Red Poneglyph. Et même s'ils ne sont pas capables de parler enfin, de lire le Red Poneglyph, pour moi, il a dû sonder la ville complète. La ville complète de Wano, ils l'ont sondé pour essayer de trouver quelque chose je sais pas, quelque chose qui pourrait ressembler à quoi que ce soit. En vrai, vu qu'ils cherchaient de la puissance, je pense dans tous les cas, qu'ils cherchaient l'arme, peut-être pas l'arme antique, mais ils devaient avoir des soupçons. Il est au courant de Joy Boy, de Nika, etc. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit au courant, qu'il ait entendu des rumeurs comme quoi il y aurait Pluton sur l'île de Wano. Et du coup, ils ont sondé toute la ville. Donc s'ils ont réussi à trouver le Red Poneglyph, ils auraient pu trouver Pluton si elle était que dans la ville. Sauf qu'elle n'est pas que dans la ville. Déjà, qu'est-ce que Pluton? On ne sait pas du tout ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en dessous de Wano. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de Wano? Donc ça fait vraiment écho à la vidéo que j'ai faite. Donc je vais essayer de m'en rappeler. La vidéo que j'ai faite sur les 3 armes antiques, et avec énormément d'éléments. Et à l'intérieur, il y avait le fait que Wano, son arme antique, c'était les volcans. Pas les volcans en général, mais pouvoir contrôler les volcans. À la même manière, doucement, à la même manière, comprenez bien, hein, à la même manière que Shirahoshi contrôle la mer. C'est-à-dire que Shirahoshi, elle peut créer des tsunamis, etc., grâce au contrôle des rois des mers. Tu vois, on sait qu'on peut contrôler des courants marins. On sait que les hommes poissons à Arlong Park, ils pouvaient contrôler les courants marins, créer des tourbillons dans l'eau en déplaçant certaines pierres, etc. Donc, imaginez ce que peut faire des monstres marins par centaines. Enfin, c'est pas même des monstres marins, mais c'est beaucoup plus grand. C'est des rois des mers par centaines. Si ils décident de tous aller et se déplacer de manière synchronisée. Donc, imaginez, on peut imaginer des Maelstrom, ça je l'ai déjà dit, ouais, Maelstrom, Tsunami, Raz-marée, etc., etc. Et comme je l'avais dit aussi, ce genre de catastrophes naturelles, c'est des catastrophes naturelles, je vais réussir. C'est des catastrophes naturelles qui ont détruit le pays du Japon dans la vraie vie. Donc, pour moi, c'est de là que tire Oda par rapport à ses références sur les armes antiques. Et là, Pluton, c'est le volcan. C'est le contrôle du volcan, donc le contrôle de la Terre, le contrôle... Et en plus, Pluton, c'est qui? Pluton, c'est Hadès dans la mythologie romaine. C'est le Hadès de la mythologie romaine. Et Hadès, il contrôle quoi? Il contrôle les enfers. Et les enfers, c'est quoi? Le Tartare, c'est la lave, la terre, etc., etc. Donc, pour moi, Pluton, ce serait plus le volcan, de contrôler le volcan. Pourquoi? Pour l'intérêt que ça peut avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un volcan? Qu'est-ce qui est capable de faire un volcan? Un volcan, il peut faire des éruptions volcaniques. Quand tu dis ça comme ça, tu te dis, oui, bah, pas ouf, l'alarme antique. Mais il peut pas faire que ça. Il peut aussi créer la terre, créer des îles, et aussi détruire des îles. Donc, il a le pouvoir de détruire et de créer. C'est-à-dire que quand on voit pas l'architecture, mais la géographie du monde de One Piece, on pourrait croire que Redline, un cercle qui fait le tour de la Terre, aurait pu être créé par quelqu'un, tu vois, peut-être pas quelqu'un, mais quelque chose. Tu vois. Donc, le volcan pourrait très bien être le pouvoir de l'arme antique, le pouvoir de détruire, le pouvoir de créer. Et du coup, ça ferait écho aussi au fait que le Japon a été créé par un volcan
et qu'ils connaissent très bien les dégâts que peut faire un volcan. Donc prenez ça en compte, juste histoire de voir, et c'était juste mon avis là-dessus par rapport à ce qu'il a dit. Pluton se trouve sous Wano, et sous Wano, il y a quoi? Il y a un volcan. Il peut être dans la ville basse, mais moi je préfère croire que c'est le volcan lui-même. Et il y avait une petite image aussi, une petite image qui corroborait un tout petit peu ce que je disais. Et la petite image, je vous la mets tout de suite. 2 secondes, voilà. Et la petite image, c'était celle-là. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo. Je vais essayer de la mettre entre 1h36. Je vais essayer de la mettre en haut. Du coup, on voit clairement ici un espèce de tsunami. On voit clairement un espèce de volcan. Et ici, un autre truc. Mais je vous laisse aller regarder la vidéo pour savoir c'est quoi. Et ça ressemble à quelque chose de très concluant. Et le pire, c'est qu'il y a le chapeau de paille. Donc là, ici, on pourrait même avoir les 4 dieux. Tu vois, les 4 dieux de la mythologie des Chandya. Le dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu de la forêt et dieu comment ça s'appelle? De la terre, voilà. Donc le volcan, dieu de la terre. Euh, le tsunami, c'est soit dieu de la pluie, soit dieu de la forêt. Il y a deux raisons, je vous l'ai expliqué pourquoi. Dieu de la forêt, soit parce que Shirahoshi, elle aime les forêts, soit parce que c'est en rapport avec mon autre théorie. Je préfère rien dire et je vous laisse aller regarder. Donc un des deux. Et ici, ce serait soit le dieu de la pluie, soit le dieu de la forêt, comme j'ai dit. Et ici, le dieu du soleil. Donc là, on aurait sur cette image les 4 représentants des dieux Chandya. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Pour ce petit côté théorie, on va dire, sur One Piece, je pense que je vais m'arrêter là, plutôt analyse, côté analyse théorie par rapport à l'épisode 1082 de One Piece. Je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais absolument analyser la vidéo du Mont Corvo et de Goji, enfin surtout Goji aujourd'hui. Et du coup, je pense que je vais le faire demain parce que la vidéo elle dure une demi-heure. On est déjà à 1h40 de live et je compte faire un petit live jeu vidéo tout à l'heure. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Donc voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je pense pas, hein. Je pense qu'on a tout vu. On a parlé de Shanks, on a parlé des armes antiques. Pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de choses plus importantes que ça dans le chapitre. En plus, je vous ai parlé du fait que il fallait être gentil avec Oda, les frères. Donc voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi ce live. Merci au GOAT qui était là pour suivre ce live. Merci à Nounouz, merci à Gapadele, merci à RDB, merci à tous ceux qui ont suivi le live avec nous. Et du coup, on se retrouve demain pour un deuxième live One Piece. On va analyser la vidéo du Mont Corvo et de Goji par rapport à Dragon et aux informations qu'on va avoir sur Dragon. On a déjà fait notre théorie, mais comme d'habitude, on va aller voir ce que font les autres pour savoir comment se situer par rapport à tout ça, tout simplement. Donc, merci encore. Ciao les frères, on se capte très très vite. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et on se retrouve tout à l'heure pour un live jeux vidéo. Allez, ciao les mecs.